Bonjour à toutes et à tous. L'anarchisme a été au cœur de la vie d'Emma Goldman. C'était sa philosophie, un combat perpétuel. Elle s'est opposée au pouvoir établi aux États-Unis, au communisme russe, à peu près à tout ce qui est au pouvoir, affirme la journaliste Claire Frémont, auteure d'un mémoire de maîtrise consacré à cette militante anarchiste connue mondialement à son époque. Emma Goldman arrive aux États-Unis à 17 ans avec sa sœur aînée et s'installe à Rochester, dans l'État de New York. Employée dans une usine comme couturière, elle y découvre les mêmes conditions de travail déplorables que dans son pays natal. Elle fréquente rapidement les milieux anarchistes américains. À 18 ans, elle quitte Rochester et son mari pour New York, où elle rencontre Johann Most, le chef de file de l'anarchisme américain, qui devient son mentor et amant. Un peu plus de 2 mois plus tard, elle enflamme la foule avec son premier discours. Au même moment, elle rencontre l'anarchiste Alexandre Berkman. Chacun apporte à l'autre intellectuellement. Ils deviennent un couple de combattants. Cependant, en 1892, Alexandre Berkman est condamné à 22 ans de prison pour avoir tenté d'assassiner Henry Clay Frick, un industriel. Emma Goldman subit plus tard le même sort. Elle est condamnée à 1 an de prison en 1893 pour incitation à l'émeute. Après sa libération, elle se retrouve sans travail et décide de devenir sage-femme. Des mentors lui paient ses cours en Europe. C'est mal connaître Emma Goldman que de penser qu'elle est allée sagement suivre ses cours. Elle se promène un peu partout, elle en profite pour rencontrer ses idoles. Elle va à Vienne et elle entend parler des conférences d'un certain Sigmund Freud. De retour aux États-Unis, elle continue de donner ses conférences et se retrouve mêlée malgré elle à l'enquête sur la mort du président William McKinley. L'assassin de ce dernier, Leon Czolgosz, affirme que l'activisme politique d'Emma Goldman l'a inspirée. Les autorités américaines emprisonnent Emma Goldman, mais la libèrent, faute de preuves. En 1906, Emma Goldman retrouve Alexandre Berkman qui sort de prison. Cette même année, elle crée la revue anarchiste Mother Earth, publiée jusqu'en 1917. C'est une revue importante, dans laquelle tous les grands penseurs de l'anarchisme ont écrit et qui a beaucoup d'influence. Emma Goldman s'est mise à écrire beaucoup aussi après ça, et un bon nombre de ses articles ont été repris dans des livres. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Emma Goldman milite contre la conscription. Les autorités américaines l'envoient en prison pour son opposition à la guerre. À sa sortie, ils lui enlèvent sa nationalité américaine et la déportent en Russie en 1919. Les communistes sont au pouvoir dans son pays d'origine depuis 1917. Emma Goldman espère beaucoup de cette révolution, mais elle est rapidement désenchantée par le régime bolchevique. Après une répression d'anarchistes par Lénine, elle quitte la Russie en 1922. Apatride, Emma Goldman erre en Europe où elle donne des conférences jusqu'en 1939. Le climat en Europe étant invivable pour les Juifs, elle s'établit à Toronto où elle meurt le 14 mai 1940. Selon Emma Goldman, le suffrage féminin n'a jamais eu la moindre influence sur la vie économique et sociale des gens. Le système représentatif, n'ayant servi auparavant qu'à voler l'indépendance des hommes, ne pouvait qu'en faire de même avec les femmes. Elle tourne au ridicule l'idée que tous les crimes et toutes les injustices du passé puissent prendre fin avec le décret d'un simple bout de papier. Certaines suffragettes, dont Emmeline Pankhurst, prétendaient que les femmes étaient plus humaines que les hommes et qu'elles ne supporteraient jamais la guerre. Mais avec le début de la Première Guerre mondiale et la participation de l'Angleterre et des États-Unis au conflit, les suffragettes oublièrent rapidement leurs beaux discours sur la nature pacifique des femmes et se rangèrent derrière leurs gouvernements respectifs, donnant ainsi raison au scepticisme des anarchistes et d'Emma Goldman. Emma Goldman privilégie des mesures concrètes ayant un impact sur la vie quotidienne des femmes, comme le contrôle des naissances, qui était loin d'être acquis au début du XXe siècle.
Nous pensons qu'il s'agit encore, ici, d'une manière de vivre alternative qui rapproche une fois de plus l'anarchiste d'actions de type éducationniste réalisateur. C'est d'ailleurs différentes manières de vivre alternatives qu'elle mettra de l'avant quant à des questions sur l'enfantement, le mariage ou la jalousie. Que ce soit au nom de Dieu, du capitalisme ou de la moralité, les femmes ont de tout temps été appelées à se reproduire massivement afin d'obtenir des travailleurs dociles et des hommes prêts à tomber au combat. Goldman met l'accent sur le fait que c'est après tout la femme qui risque sa santé et sacrifie sa jeunesse dans le but de reproduire la race. Elle doit donc être à même de décider combien d'enfants elle désire mettre au monde, choisir le moment opportun pour elle, puis le partenaire voulu. Les hommes devaient eux aussi bénéficier du contrôle des naissances, dans la mesure où une famille nombreuse réduit le pouvoir de négociation des travailleurs par rapport à leur employeur. Goldman voyait aussi le contrôle des naissances comme une méthode pour les femmes de dépasser le stade d'objet et devenir autre chose qu'un moyen menant à une fin. Une femme qui passe son temps à la maison à changer des couches finit rapidement par manquer de temps pour toutes autres activités. Le contrôle des naissances devait ainsi permettre aux femmes d'être non seulement la mère, mais aussi l'amie et la compagne de leur époux. Goldman a été persécutée par la loi pour sa propagande en faveur du contrôle des naissances, mais elle jugeait qu'une personne devait être prête à aller en prison pour ses idées, et que c'est cette détermination qui donnait de la valeur à celle-ci. Goldman est aussi une farouche opposante à l'institution du mariage et considère que l'amour doit être vécu librement. Elle ne voit rien de commun entre le mariage et l'amour, qu'elle conçoit plutôt comme étant antagonistes l'un envers l'autre. Bien que Goldman admette que l'amour est également vécu au sein d'un mariage, elle prétend que cela se fait malgré le mariage et non pas grâce à lui. Elle le décrit comme un pur arrangement économique, un pacte d'assurance. Si le bénéfice du mariage pour la femme et son mari, elle le paie au prix de son nom, de sa vie privée, du respect envers elle-même, puis de sa propre vie, jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Plus encore, Goldman soutient que l'assurance du mariage condamne la femme à une longue vie de dépendance, de parasitisme, puis d'une complète inutilité sociale et individuelle. L'homme aussi subit les torts du mariage, mais sa sphère sociale étant plus grande, celui-ci ne le limite pas autant que la femme. Dans le but de combattre la jalousie entre conjoints, Emma Goldman prône l'amour libre. Ce sentiment mène à la possession et à la vengeance. La jalousie est en accord avec toutes les autres lois punitives selon lesquelles une offense doit être punie. Goldman associe la jalousie à la monogamie, qui s'est installée progressivement avec la domestication et l'appropriation des femmes. À l'époque où les hommes et les femmes avaient des échanges entre eux sans loi ni morale, il ne pouvait y avoir de jalousie, car cette dernière repose sur la présomption qu'un certain homme a un monopole sexuel exclusif sur une certaine femme et vice-versa. Le monopole sexuel a été passé de génération en génération comme un droit sacré, puis comme la base de la pureté de la demeure et de la famille. Nous ne sommes pas les esclaves des conditions sociales, selon Goldman, et nous pouvons mettre un frein à la jalousie. Il suffit de reconnaître que nous ne sommes pas les propriétaires des fonctions sexuelles de notre partenaire. Nous ne pouvons accepter de recevoir un amour qui n'est pas offert sur une base volontaire. Goldman soutient qu'il est préférable aux amoureux de laisser les portes de leur amour grandes ouvertes. Quand l'amour peut venir et s'en aller sans craindre de rencontrer un chien de garde, la jalousie peut difficilement prendre racine, car il n'y a pas de place pour la suspicion et la méfiance en amour libre, deux éléments sur lesquels la jalousie repose. Goldman ne se contentait pas d'écrire sur l'amour libre, mais elle vivait ses principes au quotidien. Elle n'avait pas hésité à quitter son propre mari après l'échec de son mariage.
Pour elle, l'amour devait être libre et non restreint par la loi. Lorsque l'amour n'était plus au rendez-vous, elle considérait pouvoir partir sans demander la permission. Elle aima plusieurs personnes à la fois au cours de sa vie et considérait ne pas appartenir à personne. Au moment où elle fréquentait Berkman, elle se laissa séduire par d'autres hommes et répondit positivement à leurs avances. Le partage était une notion importante pour elle, et on ne pouvait pas parler de liberté comme le faisait Berkman tout en étant possessif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.